Investir dans l'immobilier, mais sans locataire, sans travaux, sans crédit bancaire et sans y passer ses journées à regarder est-ce que ça fonctionne véritablement. Parce que beaucoup d'investisseurs se lancent dans l'immobilier physique. Mais dans la réalité, ça apporte souvent beaucoup de contraintes, de stress, de charges imprévues et de gestion hyper chronophage. Mais en parallèle de l'immobilier physique, il existe une alternative élégante et souvent méconnue par beaucoup d'investisseurs pour investir dans l'immobilier tout en gardant la simplicité de la bourse. Cette alternative, ce sont les SIC, Sociétés d'investissement immobilier cotées. En gros, c'est la même chose que les REITs en anglais, les Real Estate Investment Trust. Et pendant des années, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, l'immobilier était devenu très cher, parfois survalorisé. Et avec la remontée brutale des taux ces dernières années, de nombreuses foncières cotées ont subi une forte correction en bourse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des sociétés immobilières solides qui possèdent des portefeuilles de qualité, qui génèrent des loyers réguliers, mais qui se négocient parfois à des valorisations très attractives et bien en dessous de la valeur réelle de leurs actifs. Et donc dans cette vidéo, on va décortiquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur cet actif financier, les avantages, les limites et est-ce que les SIC peuvent être une bonne opportunité en 2026. Partie 1 et définition simple d'une SIC. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une SIC? Donc une SIC, c'est une entreprise cotée en bourse dont le métier principal, c'est de posséder, gérer et de louer de l'immobilier. Et donc, au lieu d'acheter un appartement ou un immeuble en direct, là, on va acheter une action d'une société qui détient, elle, des dizaines, voire des centaines de biens, de bureaux à Paris, la Défense, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques, des cliniques, hôtels ou encore des résidences étudiantes. Et donc, le nom anglo-saxon des SIC, c'est les REITs, les Real Estate Investment Trust. En gros, c'est le même principe avec des règles fiscales qui peuvent légèrement différer selon les pays. Maintenant, partie 2, comment fonctionne une SIC? Donc le modèle est assez simple et transparent. La SIC achète des immeubles de qualité, elle les loue à des entreprises ou des particuliers, donc avec des baux souvent longs et stables. Elle perçoit ensuite des loyers réguliers et pour conserver son statut fiscal très avantageux qu'on abordera dans une prochaine partie, la SIC est obligée de redistribuer la grande majorité de ses bénéfices sous forme de dividendes, environ 95% des loyers encaissés et une partie importante des plus-values immobilières. Résultat, tu touches des dividendes réguliers, souvent trimestriels ou semestriels, qui peuvent constituer une vraie source de revenus passifs. Et comme l'action est cotée en bourse, on bénéficie également de l'évolution du prix du titre. On a donc deux moteurs de performance. Numéro 1, les revenus locatifs, donc les dividendes. Et numéro 2, l'appréciation potentielle de la valeur de l'actif immobilier. Et donc c'est ce mélange entre la stabilité de l'immobilier et la liquidité de la bourse qui rend les SIC particulièrement intéressantes. Et en parallèle, elles sont souvent très mal comprises. Partie 3, sur quoi investit une SIC? Maintenant qu'on a compris le gros fonctionnement des SIC, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. Parce qu'une SIC, c'est pas juste de l'immobilier, c'est un véritable portefeuille d'actifs diversifiés et c'est précisément ça qui fait toute la différence. Donc une SIC peut investir dans de nombreux types d'immobilier, chacun avec ses propres caractéristiques. Et on verra donc les risques et les opportunités. Donc on a d'abord les bureaux qui sont souvent loués à de grandes entreprises avec des baux longs et de revenus relativement stables. Ensuite, on a les centres commerciaux dont les performances dépendent davantage de la consommation et de la fréquentation des clients. C'est un secteur qui a connu une croissance spectaculaire ces dernières années avec la logistique portée par l'explosion du e-commerce et la demande d'entrepôts modernes. Il existe aussi des segments plus spécialisés comme la santé avec les cliniques, maisons de retraite, laboratoires ou encore l'hôtellerie. Par exemple, Unibail-Rodamco Westfield est exposé aux centres commerciaux premium en Europe avec l'exemple du centre de la Défense, tandis que Gecina est principalement positionné sur les bureaux et le résidentiel haut de gamme à Paris. On a aussi d'autres foncières qui sont notamment à l'international, qui se concentrent plutôt sur la logistique ou les actifs de santé. Et donc en tant qu'investisseur, quand on investit dans une SIC, on ne choisit donc pas simplement de l'immobilier, on choisit un type d'actif avec son propre cycle et ses spécificités. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la dimension géographique. Certaines SIC sont très concentrées sur la France ou sur un seul pays. D'autres sont présentes dans plusieurs pays d'Europe, voire à l'échelle mondiale. Et c'est cette diversification géographique, et ça c'est un véritable atout. Parce qu'un marché peut être en difficulté pendant qu'un autre connaît une forte croissance. Et une bonne SIC combine donc plusieurs types d'actifs et plusieurs zones géographiques, donc ça permet donc de lisser les risques et de mieux traverser les cycles économiques. Partie 4. Comment on peut gagner de l'argent avec une SIC? Donc comme je l'ai déjà dit, il existe deux sources principales de performance. La première source, ce sont les dividendes. Comme les SIC sont obligés de redistribuer la grande majorité de leurs revenus pour conserver leur statut fiscal avantageux, elles reversent généralement environ 95% des loyers perçus et une partie des plus-values. Donc ça se traduit souvent par des rendements de dividendes assez attractifs. Mais attention, le rendement du dividende, c'est pas la performance totale. Parce que la deuxième source tout aussi importante, c'est l'évolution du prix de l'action. Si la valeur des actifs immobiliers détenus par la SIC augmente ou si le marché reconnaît mieux sa qualité, le cours de l'action progresse. A l'inverse, en période de stress, hausse des taux, crainte de vacances locatives,
le prix peut baisser même si les loyers restent stables. Et donc ce mélange entre revenus locatifs réguliers et potentiel de plus-value boursière qui rend les SIC à la fois attractives et parfois aussi très mal comprises. Partie 5, combien ça rapporte? Sur le long terme, les SIC ont historiquement offert une performance globale intéressante, mais avec une grande variabilité selon les cycles de taux d'intérêt et du marché immobilier. Donc, on va s'intéresser là à l'indice de référence du secteur, l'Euronext IEIF SIC France. Et cet indice est tout simplement le baromètre officiel des sociétés d'investissement immobilier cotées en France. Il est calculé donc par l'IEIF en partenariat avec Euronext et regroupe les performances boursières des plus grandes foncières cotées avec Unibail Rodamco Westfield, Gecina, Klépierre, Covivio, Icade et bien d'autres. En clair, c'est l'équivalent français des fameux rates américains. Ça permet de voir en un seul coup d'œil comment se porte l'immobilier coté en France. Concrètement, cet indice prend en compte l'évolution du prix des actions des SIC, les dividendes réinvestis et la valeur des immeubles qu'elles possèdent, aussi le niveau des loyers et des taux d'occupation. Et donc pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce qu'au lieu d'analyser chaque société une par une, là on a une vision globale et fiable du marché immobilier côté français. C'est aussi un excellent outil pour comparer les SIC avec d'autres placements comme le CAC 40, donc l'indice des 40 plus grosses entreprises cotées en France, les obligations ou même des SCPI. Et maintenant, on va regarder ce que nous apprend le graphique que je vous mets à l'écran des performances annuelles entre 2003 et 2024. Donc, on voit tout de suite que les SIC sont actifs assez volatiles. Il y a des années exceptionnelles comme 2006 avec plus de 60% ou 2009 avec plus de 40% après la crise. Mais il y a aussi des années très dures, moins 39% en 2008 lors de la crise financière, moins 24% en 2020 avec le Covid ou encore moins 18% en 2018. Et entre ces extrêmes, on trouve des années plus calmes avec des performances généralement comprises entre plus 9% et plus 15%. Sur l'ensemble de la période 2003-2024, malgré ces grosses variations, l'indice a dégagé une performance annualisée moyenne autour de 7 à 8% dividendes réinvestis. Et donc c'est tout à fait respectable pour une classe d'actifs. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les SIC sont très sensibles aux taux d'intérêt. Quand les taux montent rapidement, les valorisations chutent. À l'inverse, quand les taux se stabilisent ou baissent, les SIC ont tendance à très bien rebondir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2026, avec des taux qui commencent à se stabiliser, de nombreux analystes considèrent que les SIC redeviennent beaucoup plus attractives. Beaucoup d'entre elles se négocient aujourd'hui avec des décotes importantes par rapport à la valeur réelle de leur immeuble. En revanche, ce chiffre inclut à la fois les dividendes et l'évolution du cours de l'action. En 2026, le rendement dividende moyen des grandes SIC françaises oscille généralement entre 4 et 8% brut, donc avant impôt, selon la société et le secteur. Et après flat tax à 31,4% qu'on est sur compte titre, ça donne un rendement net autour de 3 à 6% pour un investisseur en compte titre ordinaire. Et ça peut être plus intéressant quand on est sur l'assurance vie après 8 ans dans les unités de compte. Après, toutes les assurances vie ne proposent pas forcément des SIC. Mais bref, on reviendra dans la vidéo un peu plus tard sur où peut-on loger des SIC dans les enveloppes fiscales. Donc attention, le rendement du dividende, comme je vous le dis, c'est pas la performance totale. La deuxième composante essentielle, c'est l'évolution du prix de l'action, puisque si la SIC est décotée par rapport à la valeur de ses actifs, le potentiel de revalorisation peut être important. Mais ces performances ne sont pas linéaires, comme je l'ai dit, elles dépendent fortement du niveau des taux d'intérêt. Quand les taux montent, les valorisations baissent, mais aussi du cycle immobilier, bureaux impactés par le télétravail, commerce par le e-commerce, logistique et santé, souvent plus résilients. Aussi du sentiment de marché, les SIC peuvent surréagir à court terme comme des actions. Et c'est précisément dans ces phases de correction que les opportunités apparaissent. Les sociétés solides avec des bilans sains, des taux d'occupation élevés, souvent plus de 95%, et des beaux longs se retrouvent temporairement sous-évalués. Partie 6, maintenant, où acheter et vendre des SIC. Maintenant qu'on a compris en détail ce que sont les SIC et ce qu'elles peuvent rapporter, une question pratique peut se poser, comment fait-on concrètement pour en acheter? Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement simple. Acheter une SIC, c'est aussi facile que d'acheter une action du CAC 40. Et il y a deux principales pour investir dans les SIC. Donc on aura premièrement le CETO, donc le compte titre ordinaire. C'est l'enveloppe la plus simple et la plus flexible pour investir dessus. On peut y acheter toutes les SIC sans aucune restriction. La seule restriction sera l'offre du broker. Et pour moi, c'est idéal si on veut une grande liberté et si on investit aussi à l'international. Deuxième façon, il y aura via l'assurance vie. La plupart des contrats d'assurance vie permettent d'investir dans des SIC via les unités de compte. Ça peut être une très bonne option si on veut combiner performance et transmission patrimoniale avec les avantages fiscaux après 8 ans et avec les avantages successoraux sur les versements avant 70 ans. En revanche, attention aux frais de gestion qui peuvent être plus élevés que sur un CTO sur l'assurance vie. Et aussi, depuis la loi de finances 2012, les actions de SIC ne sont plus éligibles au PEA. La raison principale, c'est que le législateur a considéré que les SIC étaient trop proches de l'immobilier et pas assez orientés vers le financement des entreprises réelles, industrie, services, innovation, qui est en vérité l'objectif principal du PEA. Et donc le PEA a été créé pour encourager l'investissement dans l'économie productive des actions d'entreprise. Or, les SIC sont des sociétés dont l'activité principale est la détention et la location d'immeubles. Elles sont donc vues comme des véhicules d'investissement
investissement immobilier indirect et non comme des entreprises opérationnelles au sens du PEA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des ETF? Il existe quand même des ETF immobiliers éligibles au PEA. C'est là que ça devient intéressant et un peu plus technique. Donc les ETF, ce n'est pas des actions individuelles, ce sont des fonds qui répliquent un indice, donc un panier d'actions. Et l'AMF et le législateur ont autorisé certains ETF à être éligibles au PEA sous certaines conditions. L'ETF doit répliquer un indice composé majoritairement d'entreprises européennes. Il doit respecter les règles d'éligibilité au PEA, au moins 75% d'actifs éligibles. Et c'est pour cette raison qu'il existe un seul ETF immobilier éligible au PEA, l'Amundi PEA Immobilier Europe. Et ce fonds réplique l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed Europe. C'est un ETF synthétique, donc il utilise des swaps pour répliquer l'indice. Donc pour résumer, on peut s'exposer à des SIC via un PEA avec cet ETF. Donc acheter des SIC, c'est investir dans l'immobilier avec la simplicité et la réactivité de la bourse. On choisit notre enveloppe, CTO pour la liberté, assurance vie plutôt pour les avantages fiscaux et la transmission. On passe notre ordre comme pour n'importe quelle action et on devient actionnaire d'une société qui possède plein de biens immobiliers. C'est concret, rapide et accessible dès quelques centaines d'euros. Partie 7, fiscalité des SIC. Maintenant, il y a un point absolument clé à comprendre quand on parle de SIC. C'est la fiscalité. Et on va voir, elle est à la fois très intéressante et parfois aussi très mal comprise. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Les SIC bénéficient d'un régime fiscal très particulier. Contrairement à une entreprise classique, elles ne payent pas d'impôt sur les sociétés sur leurs revenus d'immobilier. Pourquoi? Parce qu'elles ont une obligation très stricte. Elles doivent redistribuer la grande majorité de leurs bénéfices. Et ce mécanisme est extrêmement important. Les SIC ont une obligation de distribution. Au moins 85% des bénéfices tirés des loyers et 50% des plus-values réalisées doivent être distribués sous forme de dividendes. Ça veut dire que les revenus ne sont pas bloqués dans la société. Ils sont directement transmis aux investisseurs. C'est ce qu'on appelle une forme de transparence fiscale. Et c'est précisément ce qui permet aux SIC d'offrir des dividendes souvent élevés. Mais du coup, si la société ne paye pas d'impôts, où se fait la taxation? Et en réalité, c'est chez l'investisseur. Parce que quand on perçoit des dividendes en tant qu'investisseur, ils sont imposés comme des revenus classiques de valeur immobilière et cela dépend de l'enveloppe fiscale. Dans la majorité des cas sur CTO, on va être soumis à la flat tax de 31,4%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. Et on peut, si on le souhaite, opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais cette option doit être pertinente pour notre cas personnel. Et aussi un point important à avoir en tête, contrairement à d'autres actions, les dividendes des SIC ne bénéficient plus de l'abattement de 40%. Donc la fiscalité est directe, sans avantage particulier de ce côté-là. Et même logique pour la plus-value, si on revend nos actions avec un gain, on est également imposé à la flat tax dans la majorité des cas sur le CTO. Alors que sur l'assurance vie, même si c'est plus difficile à en loger dessus, l'enveloppe est capitalisante, donc on est imposé qu'au moment des retraits. Et la fiscalité de 30% avant 8 ans et de 24,7% après 8 ans sur les versements en dessous 150 000 euros, ce sera 30% au-dessus de 150 000 euros. Donc si on résume simplement, les SIC ne sont pas taxés au niveau de la société, ce qui leur permet donc de distribuer beaucoup de revenus à leurs actionnaires. Mais en contrepartie, c'est l'investisseur qui va être imposé directement. Et c'est pour ça que la fiscalité doit toujours être intégrée dans la réflexion, surtout quand on parle de SIC. Parce qu'un rendement de 6%, ce n'est pas la même chose avant et après impôt. Partie 8, maintenant, avantages et inconvénients des SIC. Donc les SIC présentent un équilibre intéressant entre les atouts de l'immobilier et la simplicité de la bourse. Mais elles ne sont pas sans inconvénients bien sûr. Donc pour moi, les principaux avantages. Premièrement, l'accessibilité. On peut investir dans l'immobilier de qualité, des bureaux parisiens, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques et cliniques à partir de quelques centaines d'euros seulement, sans avoir besoin d'un apport important ni de recourir à un crédit bancaire. Aussi, on a une liquidité exceptionnelle dans l'immobilier parce que contrairement à l'immobilier physique ou au SCPI, on peut acheter ou vendre des actions en quelques secondes pendant les heures de bourse. Et donc, c'est un atout majeur si on a besoin de réactivité ou de récupérer le capital rapidement. Aussi, on peut avoir des revenus passifs réguliers parce que grâce à leur obligation légale de distribution, les SIC versent généralement des dividendes attractifs. Ces revenus tombent automatiquement sur notre compte sans gestion locative. Après, cette vidéo est faite sur les SIC, donc bien sûr, j'en fais un peu l'éloge, mais il faut être transparent, il y a aussi plein d'inconvénients. Premièrement, la volatilité boursière, parce que le prix d'une SIC peut bouger fortement d'un jour à l'autre. Pourquoi? Parce que cette entreprise est cotée en bourse. Donc même si en réalité les immeubles continuent de générer des loyers stables, le marché lui réagit en permanence, à la fois aux anticipations, aux annonces, aux taux ou même aux émotions des investisseurs. Résultat, on peut avoir une baisse de 10 ou 15%, alors que concrètement, rien n'a véritablement changé sur le terrain. Et c'est une différence majeure avec l'immobilier physique où les prix évoluent beaucoup plus lentement. Deuxième chose, la sensibilité au taux d'intérêt. Et pour moi, c'est probablement le facteur le plus important. Quand les taux montent,
les investisseurs peuvent obtenir des rendements plus élevés ailleurs, par exemple avec des obligations. Donc, ils exigent aussi un rendement plus élevé sur les SIC. Et comme le rendement est lié au prix de l'action, le marché ajuste en faisant baisser les valorisations. Et enfin, il y a la dépendance au cycle immobilier. Toutes les SIC n'évoluent pas de la même façon, parce que tous les types d'immobilier ne sont pas impactés de la même manière. Par exemple, les bureaux souffrent quand il y a beaucoup de télétravail, les centres commerciaux, eux, ont été challengés par le e-commerce, et à l'inverse, la logistique a explosé avec Amazon et le commerce en ligne. Et le secteur de la santé reste porté par les tendances démographiques fortes. Donc en réalité, investir en SIC, c'est pas juste faire de l'immobilier, c'est faire un pari sur un type d'immobilier à un moment donné du cycle. Et ça, c'est l'essentiel à comprendre avant d'investir dessus. Partie 9, SIC vs SCPI vs OPCI vs immobilier classique. Maintenant, pour bien comprendre où se situent les SIC, il faut les comparer aux autres façons d'investir dans l'immobilier. Parce qu'en réalité, on ne choisit pas un produit, on choisit plutôt une stratégie. On va commencer par l'immobilier classique. Pour moi, acheter un appartement ou un immeuble, c'est avoir un contrôle total. On choisit le bien, le financement, les locataires et on peut utiliser le levier du crédit pour booster la rentabilité. Mais en échange, on accepte aussi les contraintes, la gestion, les travaux, les imprévus et une liquidité très faible. Donc c'est une approche qui fonctionne bien, oui, mais à condition d'avoir du temps, de l'énergie et un capital de départ. À la posée, on a les SCPI, là on va tout déléguer. On investit dans un parc immobilier diversifié, on touche des revenus réguliers et là, on n'a rien à gérer. C'est simple, confortable et efficace. Mais cette simplicité a un prix. Les frais d'entrée sont très élevés, souvent entre 8 et 12%. Et surtout, notre argent est beaucoup moins liquide. Et sortir peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est donc une solution adaptée si on est prêt à investir sur le long terme, sans avoir besoin de récupérer notre capital rapidement. Ensuite, il y a les OPCI. On est sur un modèle hybride. Là, on a une partie en immobilier et aussi une partie en actifs financiers. Résultat, on a plus de flexibilité que les SCPI et une meilleure liquidité. Mais en contrepartie, la performance peut être un peu plus irrégulière et les frais restent très présents comme sur les SCPI. C'est souvent un bon compromis si on veut une approche plus souple sans aller jusqu'à la bourse. Et enfin, on a les SIC. Là, on change donc complètement de logique. On est sur des sociétés cotées en bourse. On peut donc acheter et vendre en quelques secondes. Et en plus, on a une transparence totale sur les prix parce que l'action est cotée. En plus, les frais sont faibles et dépendent surtout du broker. On a une diversification qui est souvent internationale et on continue de toucher des revenus via les dividendes. Mais il y a toujours une contrepartie, c'est qu'on doit accepter la volatilité. Le prix peut bouger rapidement, parfois sans lien immédiat avec la réalité des actifs. Donc au final, tout dépend de notre objectif. Si on veut du contrôle et utiliser le crédit, alors l'immobilier classique fait le plus sens. Si on veut du revenu passif sans gestion, alors les SCPI peuvent être une option intéressante. Si on cherche un équilibre entre flexibilité et immobilier, les OPCI peuvent faire sens. Et si on veut combiner immobilier, liquidité et simplicité avec une logique plus proche des marchés financiers, alors les SIC prennent tout leur intérêt. Donc il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu, il y a surtout celle qui correspond le mieux à la situation de l'investisseur et à sa stratégie. Partie 10, comment bien choisir une SIC. Parce que oui, toutes les SIC ne se valent pas et surtout se baser uniquement sur le rendement affiché, pour moi c'est une grosse erreur classique. Parce qu'il y a 3 indicateurs vraiment importants à comprendre. Le premier et le plus important, c'est la décote ou la prime par rapport à l'ANR. L'ANR, ça veut dire l'actif net réévalué. En gros, c'est la valeur réelle de tout ce que possède la SIC, la valeur de ses immeubles moins ses dettes. C'est donc une estimation de ce que vaudrait la société si on vendait tous ses actifs aujourd'hui moins ses dettes. Maintenant, on va comparer ça au prix de l'action en bourse. Si l'action vaut moins que cette ANR, on dit qu'elle est en décote. Par exemple, si l'ANR est de 100 € par action et que le marché te propose l'action à 70 €, on achète 100 € d'immobilier pour 70 €. Et c'est exactement la logique d'investisseur, acheter moins cher que la valeur réelle. À l'inverse, si l'action vaut plus que l'ANR, on parle de prime. Et là, on paye plus cher que la valeur des actifs, donc le potentiel est souvent plus limité. Deuxième point, c'est la qualité du portefeuille immobilier. Parce que oui, toutes les SIC ne possèdent pas forcément les mêmes actifs et la même qualité des actifs. Et là, il y a plusieurs indicateurs très simples à regarder. D'abord, on va regarder le taux d'occupation. C'est le pourcentage des biens qui sont loués. Si une SIC a un taux d'occupation de 95%, ça veut dire que 95% de ses surfaces génèrent des loyers. Donc plus ce chiffre est élevé, plus les revenus sont stables. Ensuite, il y a la durée des baux. Un bail, c'est le contrat de location. Plus il est long, plus les revenus sont normalement sécurisés dans le temps. Par exemple, un bail de 9 ans avec une grande entreprise, c'est beaucoup plus rassurant qu'un bail court terme avec un locataire fragile. Et enfin, la diversification. Est-ce que la SIC est exposée à un seul type d'actifs ou est-ce qu'elle est répartie entre bureaux, logistique, santé et plusieurs pays? Plus c'est diversifié, moins on est dépendant d'un seul marché. Troisième point, l'endettement qu'on mesure avec un indicateur appelé le LTV. LTV, ça veut dire Loan to Value. C'est tout simplement le ratio entre la dette et la valeur des actifs. Par exemple, si on a une SIC qui possède 100 d'immobilier et qu'elle a 40 de dette, son LTV est de 40%. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que plus une société est endettée,
plus elle est sensible aux taux d'intérêt. Si les taux montent, le coût de la dette donc augmente et ça peut peser sur sa rentabilité qui peut diminuer. En général, un LTV autour de 40% est considéré comme sain. Au-delà de 50%, le risque augmente clairement. Et surtout en période de hausse des taux ou de baisse de l'immobilier. Donc si on doit retenir l'essentiel, les principales questions à se poser, c'est est-ce que j'achète avec une décote importante? Est-ce que les actifs sont solides et bien loués? Est-ce que la dette est maîtrisée? Et pour moi, c'est les vrais fondamentaux, les vraies grosses questions à se poser. Et pas uniquement le rendement affiché. Et là, on va faire un petit cas d'analyse avec deux exemples rapides pour montrer comment raisonner concrètement. Donc premier exemple, la SIC A. On a un ANR de 100 € par action, un cours de bourse à 72 €, donc on a une décote de 28%, un taux d'occupation de 96%, une durée moyenne des baux de 7 ans. Le patrimoine, c'est des bureaux, plus de la logistique, plus de la santé, répartis sur 4 pays. On a une LTV à 38%. Donc ici, la SIC semble intéressante. Pourquoi? Parce qu'on achète avec une grosse décote, premièrement. Aussi, les actifs sont bien loués. Les revenus semblent plutôt sécurisés avec des baux assez longs. On a une dette qui semble aussi assez maîtrisée. Donc, en gros, on paye 72 €, quelque chose qui vaudrait environ 100 € avec un patrimoine solide derrière et un niveau de risque raisonnable. Et c'est typiquement le genre de dossier qui peut mériter d'être creusé. Exemple 2, SIC B. Donc là, on a un ANR de 100 € par action, un cours de bourse à 98 €, donc on a une décote de 2%, un taux d'occupation de 87%, une durée moyenne des baux de 3 ans, le patrimoine principalement bureau dans une seule zone géographique, LTV à 54%. Donc ici, le dossier paraît beaucoup moins attractif parce qu'on n'a quasiment pas de décote, le taux d'occupation est plus faible que pour la SIC A, les baux sont en plus plus courts et le patrimoine est peu diversifié et le niveau de dette est plus élevé. Donc résultat, on paye presque le prix théorique des actifs alors même que la qualité du portefeuille est plus fragile et que l'endettement augmente le risque. Donc même si le rendement affiché peut sembler élevé, le couple rendement-risque est moins bon que pour le premier cas. Partie 11, dans quel cas investir en SIC? Parce que les SIC, pour moi, c'est pas un placement universel, elles sont très pertinentes, mais dans des situations assez précises. Donc premier cas, c'est si on cherche des revenus passifs et réguliers. Une SIC distribue des dividendes. Et un dividende, c'est simplement une partie des bénéfices que l'entreprise nous reverse. Et comme on l'a vu, les SIC ont l'obligation de distribuer une grande partie de leur loyer. Concrètement, avec un portefeuille de 100 000 € investi dans plusieurs SIC, on peut viser environ 4 à 7 000 € de revenus bruts par an. C'est donc une solution intéressante si on veut générer des revenus passifs régulièrement, ça sans gérer le locataire, sans travaux, sans contraintes. Deuxième cas, c'est si on veut diversifier notre patrimoine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà très fortement exposées avec de l'immobilier, avec leur résidence principale et de l'investissement locatif, mais le problème c'est que cet immobilier est souvent concentré dans une seule ville, sur un seul type de bien, etc. Et avec les SIC, on peut accéder à quelque chose de totalement différent. On peut investir dans des tours de bureaux à Paris, des centres commerciaux, en Europe, des entrepôts logistiques ou des cliniques, et cela avec quelques centaines d'euros ou milliers d'euros. Donc on ajoute une vraie diversification réelle au patrimoine. Troisième cas est probablement le plus intéressant, c'est quand il y a des décotes. Donc ça c'est plutôt pour les investisseurs avertis, parce qu'il y a certaines SIC qui se négocient avec des décotes de 20 à 30%, parfois plus. Et pourquoi ça arrive? Souvent à cause des taux ou du sentiment de marché. Mais si le contexte s'améliore avec une baisse de taux, reprise du marché immobilier, ces décotes peuvent se réduire. Et c'est là qu'on peut créer de la performance. Maintenant, partie 12, les erreurs à éviter. Donc soyons clairs, les SIC ne sont pas adaptés à tout le monde. Elles correspondent surtout à des profils qui acceptent la volatilité parce que le prix peut bouger. Et ça comprend aussi les cycles économiques et elles peuvent chercher soit du revenu, soit des opportunités d'investissement. Et justement, il y a des grosses erreurs à éviter. La première, c'est de se focaliser uniquement sur le rendement. Parce que aller chercher une SIC à 7 ou 8%, c'est attirant, mais souvent un rendement élevé peut cacher un problème. Par exemple, un portefeuille de mauvaise qualité, ou bien un secteur en difficulté, ou un endettement trop élevé. Et un bon rendement, ce n'est pas un rendement élevé, c'est un rendement qui dure. Deuxième erreur, ignorer les taux et les cycles. Les taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent dans l'économie. Quand ils montent, l'immobilier devient moins attractif. Et aussi, les valorisations baissent. Donc ça, c'est mécanique. Et à côté de ça, on a les cycles immobiliers. Il y a certains secteurs qui souffrent, d'autres qui performent plus. Donc investir sans regarder le contexte de l'immobilier, c'est aussi s'exposer à des baisses parfois très importantes. Troisième erreur, la mauvaise allocation. L'allocation, c'est la part de notre portefeuille qu'on met sur un type d'actif. Parce que si on met trop peu de SIC, ça ne change rien à la performance globale. Et si on en met trop, on peut devenir très exposé à un seul secteur, l'immobilier. En général, une zone raisonnable se situe autour de 10 voire 25% du portefeuille selon le profil. Donc la règle simple, c'est de ne jamais acheter une SIC juste parce qu'elle rapporte beaucoup sur le papier. Il faut toujours se poser ces questions. Est-ce qu'elle est décotée? Est-ce que les actifs sont solides? Est-ce que la dette est maîtrisée? Et dans quel contexte économique on investit dessus? Partie 13. Choix de SIC et passage à l'action. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon ordinateur où je vais vous présenter comment choisir des SIC et des ETF sur des SIC et comment on peut en acheter. Donc, on se retrouve sur mon écran et je vais vous expliquer comment investir dans les SIC. Alors déjà, les SIC, comme vous le savez, donc société d'investissement immobilier cotée, il y en a en France qu'on appelle les SIC et il y en a sur différents marchés, voire souvent aux US qu'on appelle les REITs.
Je vous mettrai dans la description cet article, qui est un article de IG, comment investir dans les SIC, qui vous redétaille un peu ce que je vous ai dit. Et surtout, ce qui peut faire sens, c'est de regarder les plus grandes SIC qui sont présentes, surtout en France. Donc Unibail, Govizio, Jessina, Klépierre, Icade. Bref, il vous détaille un peu. Donc les plus grosses SIC françaises qui sont connues, c'est celle-ci. Je vous invite à creuser. Bien sûr, il n'y a pas que le marché français, il y a aussi le marché américain et d'autres marchés. Mais bref, cet article il va bien vous détailler. Et si vous voulez faire les choses de manière diversifiée, il y a des fonds en SIC ou bien des ETF. Et si vous voulez le faire via des ETF, c'est pareil, vous allez sur JustETF, sélecteur d'ETF, trouver des ETF. Une fois que vous y êtes, vous allez à gauche dans toutes les classes d'actifs. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier. Donc, on coche immobilier. Et là, on a 39 ETF qui sont disponibles. Ça dépend de votre broker s'ils seront du coup disponibles. Là, vous pourrez regarder l'indice qui vous correspond, filtrer par les frais. À gauche, vous aurez aussi d'autres choses qui peuvent vous intéresser, la date d'ancienneté, l'éligibilité au PEA, capitalisant, distribuant. Donc, capitalisant, les dividendes sont réinvestis, distribuant, ils vous sont versés, la taille du fonds, etc., etc. Donc, imaginons que je veuille filtrer la taille la plus grosse et les frais les plus faibles. Imaginons que lui pourrait m'intéresser. Donc, j'ai lui, j'ai le code EASY, donc 0,24% de frais, c'est un distribuant, réplication physique, créé en 2011. Donc là, il me dit que c'est cet indice. Et qu'est-ce que c'est que cet indice? Je peux aller ici dans la fact sheet et je vais avoir accès à plus d'informations. Donc j'ai la stratégie d'investissement, ça me présente les risques, j'ai l'ensemble des informations sur la droite et j'ai différentes informations sur la performance de l'indice, les cartes performance, la tracking error. Donc, et cartes performance, c'est la tracking différence. Bref, je vous invite à creuser, il y a souvent pas mal d'informations techniques, parfois des informations un peu inutiles, des réglementaires, mais ça peut être intéressant de les comprendre. Vous avez l'évolution sur différentes périodes que vous pouvez filtrer ici, des informations supplémentaires, les pondérations selon les plus grosses positions, les pays, les secteurs. Donc bref, c'est de l'immobilier dans tous les cas. Et ici, vous avez les différentes périodes, les distributions et les risques. Bref, je vous invite à fouiller. Vous aurez tout sur les ETF ici. Sur Google, je vous invite surtout à fouiller. Si vous voulez faire SIC par SIC, vous fouillez. Si Unibail vous intéresse, vous regardez. Et si par exemple, vous voulez investir sur votre broker, vous allez par exemple sur votre broker. Pour mon cas, c'est IG. Vous vous connectez. Ok, donc maintenant vous êtes sur votre broker. Imaginons que cet ETF vous intéresse. Vous faites entrer. Vous avez cet ETF sur un SIC. Et pareil, vous voulez acheter et vendre. Là, vous avez accès aux meilleures limites d'achat et de vente, le graphe, la taille de l'ETF, la méthode de distribution, les plus grandes positions, les secteurs, les géographies. Et là, vous faites un ordre d'achat, marché ou limite. Et vous mettez ici le montant que vous voulez. Donc pour conclure, les SIC sont un outil extrêmement puissant, bien sûr à condition de bien comprendre ce que l'on fait. Parce que c'est pas juste de l'immobilier, parce que c'est un mélange entre immobilier et bourse, et du coup une grande part de stratégie. Et bien utilisées, elles peuvent nous permettre en tant qu'investisseurs de générer des revenus réguliers, tout en gardant une vraie flexibilité avec l'aspect que c'est liquide puisque c'est coté en bourse. Et donc maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et surtout comprendre comment construire une stratégie complète pour investir en bourse étape par étape, j'ai créé une formation 100% gratuite de 30 minutes dans laquelle je vous explique étape par étape comment investir en bourse en 2026. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin et obtenir ma liste des meilleures actions et ETF en 2026, je vous mets aussi mes listes en description, c'est totalement gratuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner, à me partager votre avis sur les SIC en commentaire. Est-ce que c'est un actif sur lequel vous vous dirigez en 2026? Est-ce que pour vous c'est un bon timing pour s'exposer à ce type d'actifs? Ça me fera plaisir de voir tous vos commentaires et je répondrai à tout le monde. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.